Bonsoir, c'est un plaisir d'être parmi vous ce soir pour parler d'une histoire, d'une belle histoire, même si cette histoire a connu des hauts et des bas. Les ateliers ont joué un rôle éminent et très important dans l'histoire économique non seulement de Vevey, mais aussi du canton de Vaud, mais aussi de la Suisse, et je dirais à un niveau international. C'est une grande entreprise. J'ai fait ma thèse de doctorat sur une autre entreprise vaudoise, Paillard, à Yverdon, qui a connu malheureusement un peu la même issue, le même destin que celle dont nous allons parler ce soir. Alors, bien sûr qu'il y a une tristesse, c'est vrai. Pourquoi? Ces grandes entreprises qui ont dominé des localités, des régions, qui ont fourni du travail à un bon nombre de personnes, qui ont formé des gens, tout à coup se trouvent dans des difficultés, à un point tel qu'à la fin, elles doivent fermer. Alors ce n'est pas tout à fait le cas pour les ateliers, puisqu'il y a eu une renaissance, mais ce n'est plus la même chose. Si je puis dire, le nom a disparu, le site a été profondément remodelé, et il reste encore quelques traces, des belles traces, mais la chose n'est plus la même. Alors c'est vrai que si on fait un rapide survol de l'histoire des ateliers, on a peut-être 6 périodes. En gros 1842-1895, avec l'installation de retour de Benjamin Roy et la reprise par lui de cette activité. Il y a une période qui est un peu difficile, qu'on appelait Heure et Malheur, qui va jusqu'en 1939. Bien sûr que c'est une période qui est difficile parce que conjoncturellement elle est difficile et militairement, ben vous savez, c'est comme une guerre mondiale et les guerres mondiales ne sont jamais drôles pour personne. Et pour les entrepreneurs de l'époque, c'était une activité qui était incertaine. Une troisième période, la consolidation, qui voit l'arrivée alors de têtes qui vont dominer l'entreprise, notamment des ingénieurs, on en reparlera un petit peu. Mais véritablement, l'envol, c'est ce qu'on appelle les 30 glorieuses, qu'on peut voir à l'œuvre aux ateliers dès les débuts des années 60, une période d'intense modernisation, mais qui s'allie alors à un essor, à une croissance très importante, bien sûr qui nous amène alors à une période que l'on traitera plus spécifiquement, que Simon Lerège développera plus profondément, c'est cette grave période de turbulence, bien sûr qui voit les ateliers entrer dans une période de troubles liés à l'arrivée d'un personnage dont vous avez entendu parler, et je ne pense pas qu'il y aura une plaque qui sera décernée à son égard, c'est Werner Carré, qui a été un fossoyeur, il faut le dire, c'était une espèce de requin. Et le Monopoly, on peut gagner de temps en temps, mais à la fin, en tout cas, en ce qui le concerne, il a vraiment perdu, puisqu'il a dû s'exiler et fuir la Suisse, la queue entre les jambes, si je me permets l'expression. Et cette période, bien sûr, alors, aboutir à la faillite des ateliers, et puis une renaissance, une resurgence, notamment avec Andritz, mais aussi avec d'autres entreprises qui ne sont pas forcément établies à Vevey. Mais voilà, cette entreprise n'est pas morte. Paillard, à Yverdon, est mort, définitivement. Et les ateliers, maintenant, n'existent plus. Avec les ateliers mécaniques, on voit quelque chose d'autre réapparaître. Alors, qu'est-ce que Vevey au milieu du XIXe siècle? Et là, on a repris un texte qui date de 1857 et qui décrit Vevey au niveau économique. Voilà ce qu'il dit. On entre à Vevey par le quartier Saint-Antoine, espèce de faubourg qui fait encore partie du cercle Corsier. Il n'est séparé de la ville que par un pont sur le torrent de la Veuvez. Dans son voisinage se trouvent 2 fonderies, l'une de cloche et l'autre de fer, une tannerie, un atelier pour la construction de diverses machines, une filature de laine, quelques moulins, une fabrique de chandelles, une de chocolat, et enfin le bel établissement de Marborie, dit l'Arabie, où l'on fabriquait aussi du plâtre. Et pour moi, cette phrase, elle est absolument essentielle pour comprendre comment, en Suisse romande, on peut considérer ce qu'a été appelé ailleurs la révolution industrielle. Mais pour la Suisse,
Et pour la Suisse romande, c'est ce tableau-là qui est important. Ce ne sont pas des grandes activités. Ce sont des activités qui se déroulent dans des ateliers qui peuvent réunir 10, 20, 50 ou 100 personnes. Hein, mais ce n'est pas encore une ville qui veut devenir Manchester. Mais ces quelques informations qui nous sont données par cet indicateur montrent que oui, ça bruisse. Il y a des activités nouvelles, il y a des gens qui viennent et qui commencent à produire, qui produisent pour le commerce local, pour les vignerons. Ce sont des ateliers qui fabriquent du fer, qui travaillent le bois. C'est une activité qui est modeste. Je crois qu'on a une vue de... Voilà, c'est pas Manchester. C'est Vevey en 1850, une industrie qui est au bord de l'eau et dans la campagne. Mais peut-être on peut voir Benjamin Roy. Donc voilà, là il est à la fin de sa vie. Mais Benjamin Roy s'établit dans un lieu qu'il connaît par son père, mais dont il sent qu'il est possible, qu'on peut travailler et qu'on peut développer des activités. Il y a une sociabilité, c'est un petit nombre, hein, c'est pas beaucoup de gens, donc il y a beaucoup d'échanges. Et ce qui est intéressant avec Benjamin Roy, alors c'est le fait que c'est un exemple parfait de quelqu'un qui, s'il est curieux, est conscient que l'on peut copier. Il n'y a pas de loi sur les brevets à cette époque. Il y en a en Angleterre, en France, mais en Suisse, il faut attendre les années 1880 pour avoir une législation sur les brevets. Donc, Benjamin Roy n'est pas celui, ou n'est pas quelqu'un qui se contente de ce qu'il a. C'est un bricoleur. Le bricolage est à la base de beaucoup d'innovations. Ce n'est pas simplement des énarques ou des polytechniciens qui sortent bardés de diplômes et qui vous disent ben, les choses vont se faire comme ça. Non, Benjamin Roy, c'est quelqu'un qui essaie, qui se fait mal aux doigts, qui échoue parfois. Mais il y a un apprentissage, une connaissance, un savoir-faire qui s'accumule et qui permet de maîtriser du fer, qui permet de maîtriser des artefacts, des dispositifs. En 1860, Benjamin Roy est conscient du fait que pour faire croître son entreprise, il faut admettre l'idée qu'on doit produire beaucoup de choses. En termes, c'est une stratégie de diversification. Et c'est un élément qui va rester jusqu'à la fin. La diversification chez les ateliers mécaniques de Vevey sera une stratégie constante. Roy ne se contente pas d'une chose. Si les débuts sont laborieux, on constate que assez rapidement, l'entreprise de Benjamin Roy connaît une prospérité, connaît un développement qui l'amène certainement à pouvoir envisager alors l'introduction de productions qui sont d'un haut niveau technique. Et l'affaire des turbines, elle est tout à fait intéressante. Parce que les turbines, à ce moment-là, c'est l'électronique aujourd'hui. Les turbines, ce n'est pas simplement Benjamin Roy qui fait ses trucs à l'Arabie, c'est des constructeurs qui se concurrencent à un niveau mondial. Et en principe, voilà, la diapositive suivante vous montre à qui a affaire Benjamin Roy. Il a affaire avec Eschervis, il a affaire avec Ritter, avec Saussaint-Vic, avec Théodore Bell, avec les ateliers mécaniques à Saint-Georges. Mais c'est des gros morceaux sur le plan mondial. Roy a réussi en l'espace de 20-30 ans à s'établir par une maîtrise technique qui vient certainement de lui, mais qui est aussi bien sûr associée aux collaborateurs, aux ouvriers, aux employés qu'il engage. Alors c'est vrai, quand on lit des ouvrages de l'histoire économique, on vous cite Eschervis, on vous cite Ritter, les Balois, les Saint-Gallois, mais on ne vous cite pas Benjamin Roy. On ne les voyait pas comme des concurrents sérieux. Mais tout ce qui fait cette prospérité, le caractère spécifique du développement économique de la Suisse en matière industrielle et en matière mécanique au XIXe siècle, c'est la chance d'avoir des cours d'eau. Et c'est l'intelligence de ces personnages d'utiliser cela pour en faire une énergie. Ça n'a pas été la vapeur. La Suisse n'a pas de charbon. Les Anglais en avaient, les Belges en avaient, les Français au nord en avaient. Donc ils ont pu
pressé et poussé à ce que l'énergie à vapeur soit l'énergie dominante. La Suisse n'avait pas cette carte-là, donc elle a joué une autre carte qui est tout aussi efficace, c'est celle de l'hydraulique. Vevey sans eau n'aurait pas connu les ateliers mécaniques de Vevey. Malheureusement, la fin de Benjamin Roy à Vevey est beaucoup plus délicate. C'était un mécanicien, mais ce n'était pas un financier. Il doit lâcher l'affaire, il est aussi âgé, il a 70 ans, donc il y a une période de flottement. Des investisseurs alsaciens reprennent l'affaire, K1K, bref. En 1895, c'est une faillite, et là, il faut voir la capacité de certaines élites veuvezannes de se dire, mais on ne peut pas lâcher les choses comme cela. Et il y a un personnage pour lequel, malheureusement, je n'ai pas pu reprendre une photo, c'est un hôtelier, Emery, Ami Chesset, un homme d'affaires qui investit dans le tourisme, le Montreux Oberland bernois, enfin bref, toutes les activités à la fin du 19e siècle qui naissent à Vevey, dans les environs, à Montreux, on voit Ami Chesset derrière, et Ami Chesset prend le risque d'investir et de racheter la société, d'y donner le nom d'atelier mécanique de Vevey. Il va mettre son fils, mais lui ne va jamais s'investir complètement là-dedans, parce qu'il n'était pas un mécanicien, mais grâce à l'intervention des élites locales, on voit que cette entreprise va renaître. Et si nous avons mis cette photo, c'est que cette période est dominée par cet homme, Auguste Domer. Et Auguste Domer, c'est ce que, à l'époque, l'école d'ingénieurs de Lausanne pouvait produire de mieux. L'école d'ingénieurs de Lausanne qui va devenir, comme vous le savez, l'école polytechnique fédérale. Et Domer sort de cette école diplômé, il va y enseigner, il va devenir directeur, et il va être engagé par les ateliers mécaniques qui cherchent, qui sont à l'affût de ces nouvelles têtes qui sortent des ateliers. Il est engagé, il devient le directeur. À la différence de Roy, alors Domer a beaucoup de qualités, mais il a aussi des défauts, et certainement l'un d'entre eux est son côté autoritaire. Parfois, les ingénieurs ont cette tendance à tout savoir, et à tout comprendre, et à faire comprendre qu'ils savent tout. Alors c'est comme ça, pas tous, je sais qu'il y a plusieurs ingénieurs parmi vous, mais lui c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'aime pas la contradiction, et ce qu'il dit doit être appliqué dans l'heure qui suit, et, bref. Et on peut comprendre que ça peut créer des problèmes à l'interne. L'histoire jusqu'en 1939 est marquée par quand même beaucoup d'irritation dans le personnel chez ses proches collaborateurs qui ne sont pas toujours d'accord avec ce que Domer décide, et pour certains d'entre eux, c'est dommage, ils décident de quitter l'entreprise, qui est une perte de savoir-faire, alors qui est dommageable. Ah oui, voilà, j'avais mis une publicité qu'on trouve dans le bulletin de la Suisse romande. Donc là, c'est au début du siècle. Voilà comment les ateliers se présentent, des turbines, des régulateurs, de la chaudonnerie, ponts, charpente métallique. Là, le fait que turbines et chaudonnerie soient en caractère plus grand que les autres, montre que c'est peut-être là-dessus qu'on estime être les meilleurs. Et si on prend un tableau qui est aussi qu'on a repris du livre, ça nous montre la stratégie de Domer. 6 grands secteurs, mais en fait, il y en a 4 qui dominent: turbine, mécanique générale, pont et charpente et chaudronnerie. La fonte brute et les réparations, c'est un peu en retrait. Mais non seulement il faut être bon, très bon et compétent sur le domaine technique, mais il faut être aussi bon et très bon sur le problème de l'organisation de l'entreprise. Domer apprend à l'école d'ingénieurs les fondements de la mécanique, des problèmes techniques, là où il est fort. Mais les problèmes de commandement, savoir gérer un personnel, où est-ce qu'on l'apprend à ce moment-là? On l'apprend à l'armée, à l'école de recrues. C'est pour ça que si vous faites une corrélation entre le nombre d'ingénieurs qui deviennent officiers, cette corrélation est très grande. Ce n'est pas seulement et uniquement par patriotisme. Certes, ces gens aimaient la Suisse, mais c'était le seul lieu où on apprenait à commander. Et on peut dire que ce fait-là dure jusque dans les années 70,
80. Les membres du conseil d'administration, qui sont des ingénieurs, sont en même temps des officiers. Et ce n'est pas un hasard. Voilà aussi une évolution du chiffre d'affaires qui vous montre que l'ère d'Homère, si on peut parler comme cela, c'est une période difficile. Il y a la Première Guerre mondiale qui est quand même, comme vous le voyez, une source de revenus. Et là, ce n'est pas étonnant, ce n'est pas propre aux ateliers. Les entreprises suisses ont profité du fait que la Suisse est restée neutre. Les puissances belligérantes s'adressaient aux entreprises suisses pour leur fournir des obus, de l'armement, mais aussi des éléments mécaniques. La Première Guerre mondiale, pour la Suisse, elle s'inscrit dans quand même une opposition assez marquée entre la Suisse romande, qui est plutôt francophile, et la Suisse alémanique, qui est plutôt germanophile. Les ateliers mécaniques de Vevey seront francophiles, c'est-à-dire qu'ils seront plus enclins à livrer à la France, par des moyens plus ou moins détournés. Mais une entreprise comme Nestlé, par exemple, c'est une entreprise qui s'est vue être mise sur la liste noire par les Français parce qu'on soupçonnait Nestlé de livrer à l'Allemagne. C'est le cas de Suchard. Suchard est mis sur une liste noire par le gouvernement français en disant Suchard, Nestlé ont l'interdiction de vendre en France dès lors que ce sont des entreprises qui livrent à la puissance ennemie aux Allemands. Les ateliers mécaniques, par des voies indirectes, vont être prises dans cette tourmente dès lors que vous avez Von Roll qui achetait des produits chez les ateliers. Von Roll est soumis à une intense pression du gouvernement allemand en disant « vous ne livrez pas à la France ». Ce qui va pousser Von Roll, finalement, à arrêter de se fournir chez les ateliers parce que les ateliers avaient décidé de livrer aux Français. Donc, on voit des entreprises qui sont de gré ou de force prises dans un événement qui est très grave, dans lequel la Suisse, de sa neutralité, avait décidé de rester en dehors. Mais les années qui suivent sont marquées par des stagnations. Il y a des années qui sont bonnes, mais il n'y a pas un trend qui verrait l'entreprise devenir prospère. Et bien sûr que les années 34-36, elles sont marquées par la crise économique, alors qui est ressentie très durement ici à Vevey. Il y a des licenciements, il y a des baisses de salaire. Les ateliers ont été quand même mis sous pression par les ouvriers, les employés, qui estimaient que leur salaire n'était pas à la hauteur de ce que les ateliers pouvaient leur verser. Mais ça, c'est une histoire qui reste à faire. On n'a pas pu l'étudier comme il faudrait l'étudier. Il faut espérer qu'il y ait des jeunes devenants historiens qui se mettent à travailler cette page d'histoire parce qu'elle est tout à fait intéressante. Et bon, vous voyez aussi sur ce graphique que la Suisse est le marché qui est le plus recherché, alors que sous Benjamin Roy, on avait une diversification des marchés beaucoup plus grande. Là, les ateliers sont contraints un peu à se limiter à la Suisse, mais c'est aussi une volonté d'Homère qui ne voulait pas risquer de perdre des plumes ou d'avoir des énergies perdues à la recherche de marchés étrangers. Et puis vous avez aussi une courbe qui vous indique la part des turbines. Alors je laisse la parole à Simon Lerèche, alors qu'il va vous parler de la face sombre, et que peut-être vous connaissez. Je pense que certains d'entre vous ont pu connaître ce personnage qui a été Bernard Carré. Merci. Alors avant de parler de Bernard Carré des années 80 et 90, on va déjà faire un petit saut par les années 60. Donc on passe d'un seul coup du début de la Deuxième Guerre mondiale et donc la fin de l'ère d'Homère, comme l'a dit M. Tissot. Alors pourquoi les années 60 ? Parce que, tout simplement, à ce moment-là, on a un nouveau visage qui se fait à Vevey. Entre les années 20 et le début des années 60, on a assez peu de transformations. On a, sauf erreur, seulement 2 nouveaux bâtiments qui sont construits entre 1924 et 1962. On a une halle de montage pour les tracteurs et une autre pour les turbines. C'est vrai que la Deuxième Guerre mondiale n'est pas franchement un contexte encourageant pour investir dans de nouveaux équipements. Donc, on préfère consolider, garder les bases.
On a certains progrès qui se font d'un point de vue social pour les employés, mais du point de vue véritablement matériel, du point de vue du progrès aussi au niveau des technologies, on a assez peu de choses qui se passent. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les ACMV ont pris beaucoup de retard par rapport à certaines autres entreprises. Les pays cherchent à se reconstruire, on a un boom économique qui se passe dès lors, et les entreprises, évidemment, doivent pouvoir suivre la demande. Aux ACMV, on a du mal, parce que les infrastructures qui sont vieillissantes ne permettent plus, justement, de suivre ce rythme. Alors, on a quelques travaux de rénovation qui sont entrepris, on renouvelle aussi une partie de l'outillage, mais tout est réalisé dans l'urgence. On a par exemple la nouvelle usine de Villeneuve qui est créée en 1948, qui se fait suite à des commandes de la part de la France pour de la restauration de wagons, entre autres. Et cette demande, qui devient de plus en plus importante, pousse les ACMV à devoir construire de nouveaux bâtiments sur des terrains qui ne sont pas à Vevey, puisqu'évidemment le parc industriel veveysan est limité. Donc on va construire à Villeneuve. Mais on construit dans la précipitation des bâtiments qui permettent d'être très rapidement utilisables, mais qui ne sont pas forcément très bien étudiés. C'est-à-dire qu'on ne fait que réagir, on n'arrive pas à mettre en place un plan pour le futur, parce que les choses vont trop vite. Cette problématique prend fin avec le début des années 60, à la fin des années 50 pour être plus précis, un nouveau directeur qui arrive à Vevey et qui va véritablement façonner l'entreprise. Il s'appelle Charles Dubas. C'est un gruérien qui est aux ateliers depuis 1949 et il arrive à la tête des ACMV dans un contexte un peu difficile, c'est-à-dire qu'on a l'ancien directeur général, Édouard Vollet, qui est subitement décédé durant l'hiver 1958, et donc Charles Dubas doit le remplacer un peu au pied levé. Présent dans l'entreprise depuis une dizaine d'années, il a déjà quelques idées sur ce qui doit être fait aux ACMV pour pouvoir retrouver une dynamique positive et une situation gérable. Je vais juste vous montrer ce à quoi va ressembler par la suite l'entreprise. Donc ça, vous connaissez déjà, bien sûr, puisque cette photo a été prise il n'y a pas très longtemps. On voit déjà que Andritz Hydro était, ou c'était peut-être Vatec Hydro, qui occupait déjà le bâtiment administratif de Vevey. Mais on constate les deux grandes halles qui sont apparues à la place, entre autres, de la fonderie et de la charpente également. Entre 1959 et 1978, on peut dire que les ACMV sont en chantier perpétuel. On a des constructions qui se font à Vevey, qui se font à Villeneuve. On a l'organisation de l'entreprise qui est complètement transformée. On a aussi des domaines d'activité qui cessent. On a vraiment des transformations partout. On voit ici donc les deux grandes halles, ici et là, qui remplacent la fonderie et la charpente. Et on voit ici un bâtiment qui a été réhabilité suite au rachat de l'Actina Suisse Ponchot et qui est transformé en bâtiment administratif parce qu'on n'a plus assez de place dans les bureaux d'alors. On a aussi des stocks de marchandises et de produits finis qui voient le jour sur le site, ici et là, qui permettent de détendre un peu les commandes, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a terminé une commande, au lieu d'être encombré avec cette commande en atelier, on peut la stocker, on peut se permettre d'être un peu plus souple à ce niveau-là. Donc on voit ici un petit graphique qui représente les investissements en millions de francs dans justement la modernisation de l'entreprise. On voit bien la différence à partir des années 60, on a une forte augmentation. Et la nouvelle structure des ateliers de construction mécanique de Vevey qui fonctionne donc désormais avec plusieurs départements et services. On pense bien que lorsqu'on veut réorganiser son entreprise, qu'on veut apporter du nouveau, on doit bien sûr entre autres, penser au personnel qui est peut-être trop nombreux, qui est peut-être mal adapté à l'entreprise. Et c'est ce qui se passe à Vevey. On a plus de 100 personnes qui sont remerciées au début des années 60. Donc c'est quand même conséquent. Et on a aussi certaines activités qui passent à la trappe. Notamment le secteur des tracteurs, qui était apprécié de beaucoup, mais qui, c'est vrai, ne rapportait pas forcément beaucoup d'argent. Et on a aussi la fonderie, l'historique fonderie qui passe à la trappe. Car à cette époque-là, on utilise très peu la fonte. On a des nouveaux matériaux qui sont utilisés notamment pour les turbines, entre autres l'acier moulé. Et tous ces changements ont un effet qui est positif sur les chiffres de l'entreprise,
puisque le chiffre d'affaires quintuple entre 1960 et 1980. Suite à cette période qu'on peut qualifier d'âge d'or pour les ACMV, on a une période un peu plus difficile qui survient à la fin des années 70, et c'est M. Jean-Pierre Clavel qui reprend les rênes de l'entreprise. Il était directeur général adjoint depuis 1978, donc il a déjà été formé durant 2 ans par Charles Dubas expressément pour reprendre son poste. Des problèmes à ce niveau-là surviennent malheureusement entre le nouveau directeur, donc Jean-Pierre Clavel, la direction et le président du conseil, Philippe Baudrat, qui malheureusement n'arrive pas à faire confiance à ce nouveau directeur. On trouve aussi ces extraits dans le carnet de notes de Charles Dubas, qui sont particulièrement intéressants en ce qui concerne justement ce début de crise dans les années 80. Il nous dit notamment: Monsieur Preissig me demande de venir dans son bureau pour me parler de la nécessité d'écarter le président de son poste. Donc le président est Monsieur Baudrat. Le président qui sème le désordre a commencé par empêcher complètement Monsieur Clavel de travailler et ne peut que mener Vevey à la catastrophe. Suite à cela, 9 janvier 1981, j'ai appris à cette occasion, donc lors de l'entrevue qu'il a eue avec Monsieur Preissig, que tous les membres de la direction, hors Monsieur Clavel, s'étaient réunis et, d'un commun accord, demandaient sa démission comme président de la société. Faute de quoi ils allaient écrire au conseil pour demander cette démission. Donc c'est important de s'attarder là-dessus parce que c'est vraiment le déclenchement de tout ce qui va suivre. On a donc une direction qui s'énerve contre son président, qui veut le voir partir. On a d'autres membres du conseil qui interviennent là au milieu, notamment M. Walter Fankhauser, et tout ça va mener à une série d'événements qui amèneront au pouvoir M. Werner Carré. De cette situation, et sur fond aussi de difficultés économiques liées à l'époque, on a une intrigue qui se crée, qui va mener les ACMV à la catastrophe. Donc on a Philippe Baudrat qui est écarté de la présidence suite à tout ce qui se passe, disons, dans son dos. La présidence revient à ce moment-là à Walter Fankhauser. Walter Fankhauser est un homme d'affaires zurichois qui est le principal actionnaire des ACMV. Il possède environ 30% des actions de l'entreprise, donc il est puissant au sein du conseil. Et celui-ci, M. Walter Fankhauser, qui avait toujours refusé la présidence, se met à réfléchir. Il constate que les résultats de l'entreprise sont un peu moins bons, qu'on a une tendance à la baisse, et il se demande un peu ce qui va advenir de sa fortune. Donc celui-ci accepte la présidence, il se retrouve à ce moment-là dans une situation délicate. Il est confronté aux difficultés du marché international à partir de la fin des années 70, et les ACMV étant en perte de vitesse, leurs bénéfices passent d'1 500 000 francs, comme on l'avait vu en 1980, à 700 000 francs en 1981. Donc on a vraiment une grosse baisse qui s'amorce à ce moment-là. On estime que, du moins c'est mon avis, effrayé par cette baisse de régime, Walter Fankhauser s'est alors mis en quête d'un acheteur pour son paquet d'actions. On croit savoir notamment qu'il s'est adressé à la Banque cantonale vaudoise qui aurait refusé, mais c'est par le biais d'une entreprise suisse-allemande qui s'appelle Selve que Walter Fankhauser va trouver un acquéreur qui est bien sûr Werner Carré. Alors on peut se demander pourquoi Werner Carré s'intéresse à une entreprise qui est quand même dans une phase plutôt négative. On va le comprendre par la suite. Et donc Werner Carré devient le nouvel actionnaire majoritaire, pas majoritaire, principal, pardon, des ACMV en 1981. Voilà une petite photo de Werner Carré donc, qui est ici. Et on a à ses côtés ces deux personnes qui ne sont pas là par hasard, puisqu'elles ont été amenées au conseil d'administration des ACMV par Werner Carré. Alors on va s'arrêter un peu sur ce personnage. Donc il est né le 8 octobre 1943 à Zurich. Il est passé par la case apprentissage. Il a fait un apprentissage d'employé de commerce pour ensuite lancer sa carrière dans la finance. Il a travaillé notamment chez iOS. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, je pense que oui. Mais on peut penser que sa collaboration, enfin du moins le fait d'avoir été embauché chez Bernie Kornfeld, qui a été accusé par la suite d'escroquerie par métier, l'a peut-être inspiré pour la suite. On ne sait pas.
Au milieu des années 70, Werner Carré est directeur adjoint d'une banque qui s'appelle Bank Invest. Et au moment de sa vente, il occupe donc le poste de directeur adjoint qui lui permet de toucher plusieurs millions lors de la transaction. On a notamment la Neue Zürcher Zeitung qui s'intéresse à cette transaction, qui lui paraît quelque peu frauduleuse. La justice prend aussi les choses en main, mais Ray est blanchi par son conseil d'administration. Ces millions qu'il a reçus de cette vente, il les réinvestit par la suite dans l'achat-vente de Bailly, qui était une société, enfin qui est toujours une société qui vend notamment des chaussures. Werner Carré a acheté cette société, l'a revendue une année plus tard, et il a touché le petit pactole de 60 millions dans l'affaire. C'est à partir de là qu'il est reconnu comme un génie de la finance, ainsi que d'autres de son époque, dont on se rendra compte par la suite qu'ils ne sont pas forcément les personnes pour qui on les prenait. Et c'est justement en tant que génie de la finance que Werner Carré reprend les rênes des ACMV. Il est accueilli avec une certaine confiance qui sera bientôt rompue. Dès 1982, après avoir intégré de ses connaissances au conseil d'administration, il s'agit de M. Piaget-Vanière, Werner Carré donc y met en place une nouvelle organisation d'entreprise qui ne cessera de modifier par la suite. Donc on a tout d'abord en 1982 une structure qui est complexe, avec beaucoup de départements, quelque chose d'assez nébuleux. Mais en 1986, il fait le choix opposé et il simplifie considérablement la structure des ACMV, comme on le voit là-dessus. Donc on a simplement le conseil d'administration, une direction générale avec à sa tête M. Kemper, et 3 départements, la division des services centraux, la division énergie et la division transport. Les bouleversements constants qui sont liés à l'organisation, mais qui sont aussi liés aux changements dans les activités des ACMV. On a entre autres le matériel soudé lourd qui passe à la trappe, qui est repris par d'autres départements. On a plusieurs choses comme ça qui se passent. Et on sait plus vraiment où on en est dans la structure des ACMV qui avaient bâti quelque chose de solide sur un savoir-faire, sur une tradition qu'on peut qualifier d'ancienne. Donc ces bouleversements que subissent les ACMV empêchent véritablement l'entreprise de retrouver un équilibre et le bénéfice en pâtit. Il plafonne entre 10 000 et 20 000 francs entre 1982 et 1985. Donc on voit qu'il y a vraiment une différence énorme qui se fait entre les années 70 et les années 80, où on était à plus d'1 million et maintenant on arrive à de 10 à 20 000 francs. Parallèlement à ses activités aux ACMV, Ray s'occupe surtout de la gestion de son groupe. Un groupe qui naît en 1984 et qui s'appelle Omni Holding, et dont les ACMV, bien sûr, font partie. C'est justement dans ce groupe que j'ai essayé de représenter ici. Donc l'intérêt n'est pas forcément de lire tous les petits caractères, mais de se rendre compte à quel point Omni Holding est vraiment une nébuleuse qui est très très complexe. On peut aussi s'intéresser aux ACMV là-dedans, donc qui se situent ici, et on a toutes les différentes entreprises qui entrent dans le giron des ACMV qui sont ici. Donc on passe vraiment, à partir de 1986, non plus à une entreprise veuvezane de taille moyenne du point de vue international, mais à une véritable holding qui se met en place avec l'arrivée de Ray. Donc c'est justement par le biais de ces achats, de ces ventes d'entreprises, que Werner Carré va commencer à s'attirer des ennuis. On sait bien sûr que c'est un financier, que ce n'est pas du tout un ingénieur, et c'est peut-être là aussi la grosse différence qui survient dans les années 80, c'est que les ACMV passent vraiment d'une direction avec Charles Dubas qui est un technicien, qui est quelqu'un du terrain, qui connaît son métier, qui a appris, comme le disait M. Tissot, à l'armée à gérer les personnes. Et on passe là à un financier, à quelqu'un qui a fait toute sa formation dans les banques, dans les fonds d'investissement, etc., et qui ne s'intéresse pas forcément à la technique et aux personnes qui vraiment travaillent pour lui. Donc, en 1990, suite à la vente d'une entreprise qui figure ici, qui s'appelle Adia Intérim, Werner Carré commence à attirer des soupçons. On se demande en effet pourquoi un groupe aussi puissant comme New Holding SA
tout d'un coup se met à vendre des sociétés. On soupçonne alors Werner Carré de manipuler ses bilans. Il est accusé notamment de gestion déloyale, de faux dans les titres, d'escroquerie par métier et aussi de banqueroute frauduleuse. Donc c'est notamment grâce à la complexité de ce groupe, et c'est ça qui est particulièrement intéressant ici, que Ray arrive à faire venir des fonds chez lui. Donc le poteau rose, évidemment, est dévoilé. S'ensuit une très longue, de très longs démêlés judiciaires. Ray part aux Bahamas. Donc on n'arrive pas à le retrouver pendant un certain temps. Il réapparaît par la suite, etc., etc. Tout ça pour vous dire que, justement, les ACMV sont dans une situation à ce moment-là qui est très compliquée. On va passer maintenant à la suite, à véritablement la chute des ACMV, revenir aux ACMV dans tout ça. Donc, Omni Holding est démantelé à partir de 1991. On passe à ce moment-là d'un bénéfice record, on se demande d'ailleurs véritablement si les chiffres n'ont pas été un peu transformés, mais d'un bénéfice de 2 700 000 francs en 1989 à une perte de 680 000 francs en 1991. C'est assez difficile de vérifier tous ces chiffres parce qu'évidemment à ce moment-là les ACMV sont devenus une holding. Donc il faut essayer de soustraire les autres entreprises qui rentrent dans le giron des ACMV, mais on se rend compte que de toute façon, il y a véritablement une grosse baisse de régime qui survient à ce moment-là. Autant dire que trouver un acheteur dans ces conditions s'avère pratiquement impossible pour le groupe Vevey, du moins un acheteur qui reprendrait toutes les sociétés que représente à ce moment-là Omni Holding. C'est donc bien sûr par la case démantèlement qu'il faut passer, et c'est par département, par société, que le groupe Vevey est vendu à différents repreneurs. C'est pourquoi, M. Tissot l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas véritablement parler de fin. On peut parler de fin d'une entreprise, donc la fin des ACMV, la fin d'une famille, comme le disaient certains anciens de l'entreprise, la fin d'une marque, mais le savoir-faire se perpétue. Il est encore aujourd'hui présent dans différentes entreprises. On en a notamment l'exemple avec André Cidreau. On en a aussi l'exemple avec, j'ai oublié le nom, mais il y a M. Pugin qui travaille dans l'aéronautique. On a plusieurs sociétés qui sont nées de ce démantèlement et qui aujourd'hui travaillent encore dans les mêmes domaines que les ACMV à l'époque. Donc le savoir-faire a pu se perpétuer, et je pense que comme mot de la fin, c'est quelque chose de positif et qui peut donner de l'espoir. Voilà. Alors je ne sais pas si vous avez des questions. Sûrement. Je sens des frémissements. Oui. Oui, moi je voulais demander qu'est devenu Werner Carré. Oui, Alors il est parti, moi j'avais un peu suivi son parcours pour cette recherche, il est parti entre autres en Écosse, où il était consultant financier. Et puis après on a dit qu'il était revenu en Suisse, mais j'en sais pas plus. Mais il a fait de la prison, bien sûr. Mais il a 71 ans maintenant. Oui, 40 ans. Mais vous avez des contre-exemples comme Hayek, qui est un investisseur et qui a repris l'horlogerie suisse en faisant ce qu'il en a fait. Voilà, tout à fait. Donc c'est pas une espèce forcément voilà, dangereuse. Elle peut être positive. Mais ça, c'est des prédateurs. Ça, c'est des prédateurs. Ça, c'est des prédateurs. Oui, tout à fait. Je suis d'accord. Est-ce que sans l'arrivée de Werner Carré, la situation aurait été très différente et on aurait pu sauver les ateliers mécaniques, ou bien est-ce que ça aurait nécessité de telles transformations que la chose aurait semblé problématique? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Est-ce que les industries mécaniques avaient un avenir en Suisse? C'est ça le problème. Parce qu'il y a d'autres exemples. Alors peut-être que l'arrivée de Carré a précipité les choses, ou peut-être il les a rallongées. Mais je crois qu'à terme, c'était difficile.
c'était difficile. Mais peut-être que la fin se serait peut-être opérée dans d'autres conditions, mais on ne ferait pas d'histoire, c'est ça le problème. Il ne me reste plus qu'à vous remercier mes conférenciers, qui, en ce qui me concerne, moi, énormément de choses. À vous remercier, à vous remercier d'être venus si nombreux, de vous donner rendez-vous tout prochainement au moment, et j'espère vous revoir pour une conférence en longtemps. Bonne rentrée chez vous.